Mais tu sais que j'ai envoyé un bijou à Taylor Swift. Hein? Fait que ça, c'était... Mais oui, les gens qui connaissaient la recette pour faire des diamants avaient leur propre bodyguard. C'était un savoir. On est en train d'en faire ici au Québec. Okay. Ça, on appelle comment, une primeur? Oui, c'est ça. Les diamants sont pas rares. Même les diamants de mine ne sont pas rares. Oui. Moi, je pense que le laboratoire, c'est le futur, là. C'est ce que j'avais écrit dans mon plan d'affaires. On est encore dans... On essaie de faire le mieux qu'on peut. On n'est pas parfait, tu sais. Aujourd'hui, on parle de vrais diamants. Certifiés, identiques, éthiques, comme des vrais de vrais diamants, mais plus écologiques et plus durables. Oui, puis plus accessible aussi. Oui. Et ça va être vraiment intéressant parce qu'on va en parler avec Virginie Roy, qui est fondatrice de Proud Diamond. C'est une entreprise montréalaise qui fabrique des diamants en laboratoire. Virginie a grandi entourée de valises de diamants de son grand-père, qui était un grand joaillier de métier. Elle a hérité de son amour des pierres, mais elle avait quand même une vision moins classique de l'industrie que lui. C'est un monde vraiment fascinant où la technologie rencontre les traditions, où il y a des idées préconçues, où il y a plein de mythes qu'il faut déconstruire. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Bien, merci d'être avec nous. C'est quoi d'abord un diamant durable? Donc, un diamant de laboratoire, c'est le terme qu'on utilise. On peut aussi l'appeler diamant de culture, diamant synthétique, mais moi, j'aime moins ça parce que ça a l'air faux, alors que les diamants de laboratoire, ce sont de vrais diamants. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on recrée ce qui se passe dans la Terre. Donc, sous haute pression, haute température, on va faire grandir les diamants dans une chambre fermée. Fait qu'imaginez-vous un gigantesque micro-ondes, là, mais gigantesque. Puis, on entre 3 gaz, dont du carbone, évidemment, puisqu'un diamant, c'est fait 100% de carbone. Puis, sous la haute pression, haute température, donc très, très, très chaud et de la haute pression, on va mettre une petite seed qu'on appelle, qui est comme une petite plaquette de diamant à l'intérieur. Donc, les atomes vont se reconstruire autour de cette petite plaquette-là et ça va donc grandir par couches successives. Donc, plus longtemps on va laisser le diamant à l'intérieur de cette chambre-là, et bien, plus gros va en sortir la roche parce que c'est pas un diamant qui va en sortir. Je peux pas peser sur un bouton et faire « Ah, voilà, vous avez le diamant parfait. » Ça marche pas comme ça. C'est un processus qui est extrêmement complexe. Donc, c'est une roche qui en sort, puis on sait pas la qualité. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper, on va la polir et on va l'envoyer aux organisations internationales qui, eux, vont grader notre diamant. Et au même titre, en fait, que les diamants de mine. Donc, on reçoit les mêmes certificats d'authenticité avec les 4C. Je pourrais vous en parler plus tard si ça vous intéresse, mais pour pouvoir grader les diamants et savoir si notre diamant est de bonne qualité. Mais c'est la même chose, donc, qu'un diamant de mine. Est-ce que ça veut dire que la roche qui va sortir, parfois, on ne peut pas l'utiliser? Est-ce que ça se peut des fois que ce soit comme, ah, malheureusement, celle-là, elle n'a pas fonctionné ou elle n'a pas de bonne qualité? Mais okay. oui. Fait que c'est pas assuré à tout coup, là. Absolument pas. Puis c'est pour ça que les diamants de laboratoire sont moins chers que les diamants de mine, mais ont quand même une valeur, plus qu'une rareté. Et en fait, des diamants de laboratoire, on utilise ça depuis extrêmement longtemps, mais on ne peut pas l'utiliser pour la joaillerie parce que les diamants étaient bruns. C'était vraiment pas beau. Mais bon, les processus se sont améliorés. Puis, ça fait pas si longtemps que ça, maintenant, que les diamants en sortent blancs puis qu'on est capable de faire de magnifiques diamants au même titre que les diamants de mine. Wow. On le disait d'entrée de jeu, tu as grandi dans des valises de diamants. Dit comme ça a l'air extraordinaire. Et là, tu as vu toute l'évolution de ce secteur-là. Comment ton regard a changé par rapport à ce secteur-là? C'est une explosion. C'est fou tout ce qui s'est passé depuis que mon grand-père travaille dans l'industrie. Donc, mon grand-père travaille depuis 1964 dans l'industrie de l'or et des diamants. Puis, lui, ce qu'il a vécu, en fait, en termes de changement, c'est inimaginable. Juste vous donner une idée, moi, quand j'étais petite, mon grand-père, vous parlez de valises, parce que mon grand-père arrivait avec des gigantesques valises chez moi, pleines de diamants. Puis donc, moi, je me rappelle, il arrive avec ça, il met tous les bijoux sur le comptoir de la cuisine, ma mère, ses amis, sa magazine autour. Wow. Moi, je joue avec ça à la place de jouer avec des poupées. On n'a pas la même enfance. Non, c'est ça. Moi, je pensais que c'était normal. Hein? Mais, fast forward, on s'en va maintenant, je suis au cégep. Je vois le film avec Leonardo DiCaprio sur les diamants de mine, puis les diamants, les Blood Diamonds, ça s'appelait les diamants de sang. Puis je suis épouvantée parce que ce que je vois, je suis pas fière de mon grand-père, puis je fais un travail au cégep sur ça, puis j'y fais lire, puis j'y mets d'en face, je me dis, hey, ça a pas de bon sens.
Les Ça a été diamants quoi de sang, sa réaction? ben voyons, pourquoi tu me montres ça? Là? Voyons. Fait que là, c'est le cégep. Puis là, ben, il y a 4 ans, maintenant 6 ans, mon grand-père revient d'un gros show à Las Vegas où tout le monde se rencontre de l'industrie. Puis il revient en me disant, on est en pleine pandémie, à quelques mètres de distance, puis il me dit, je reviens d'un show, j'ai vu des choses, tout le monde parle de la même affaire, les diamants de laboratoire. Là, je sais quoi ça? C'est la même affaire. Mais c'est juste que les gens disent que c'est plus éthique parce qu'on sait d'où ils viennent. Jamais j'aurais pensé travailler dans cette industrie-là. Puis tout d'un coup, je voyais une porte d'entrée qui était alignée avec mes valeurs. OK. Dans l'industrie du diamant traditionnel d'aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te bouleverse exactement? Explique-nous de quelle manière c'est pas toujours éthique que l'industrie fonctionne. C'est sûr que, tu sais, on a mis des processus en place. Par exemple, le processus de Kimberley. C'est une façon de suivre chacun des diamants qui sortent d'une mine. Oui, parfois ça fonctionne, mais suivre chacun des petits diamants qu'on sort des mines, bonne chance. Alors, allons-y en nuances. Ouais. Je vais faire mon possible, puis moi, j'ai pas envie d'encourager une industrie pour une pierre que je vais mettre sur mon doigt. Je comprends. Et les avantages d'un diamant qui est fait en laboratoire versus ceux qui sont faits dans les mines, bon, c'est évidemment au niveau éthique, on met pas d'employés en danger quand on fait des diamants en laboratoire. Est-ce qu'il y a d'autres avantages aussi? Oui, fait que tu as le côté éthique, tu as le côté environnemental. Donc, côté éthique, dans le fond, on est certain qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans des laboratoires. C'est de la haute technologie, comme je vous ai expliqué le processus. C'est très complexe. Juste pour vous dire, au début, quand les gens commençaient à réussir à faire des diamants blancs qui pouvaient être vendus dans l'industrie de la joaillerie, les gens qui connaissaient la recette pour faire des diamants avaient leur propre bodyguard. C'était un savoir. Parce qu'avant, la couleur n'était pas à point. Non. Fait que ça prend une recette. Et chaque laboratoire va avoir leur recette qu'ils vont cacher. Donc, Ton laboratoire aussi? Ben là, mon laboratoire, moi, je suis en partenariat avec des gens qui ont la recette. Mais on est en train d'en faire ici au Québec. Ça, c'est en tout cas, il n'y a pas grand monde qui sait. On appelle comment? Une primeur? Oui, c'est ça. Voilà. Comment on appelle ça? Une primeur, un scoop. Et on est en train d'en sortir. Oh. Mais ils ne sont pas blancs, ils sont gris. OK. Et on appelait ça la Smoky Collection. Bref, tout ça pour dire que je travaille très, très fort pour avoir mon laboratoire ici. Mais le savoir est encore ailleurs. Puis encore à ce jour, les recettes sont cachées, c'est ça? Oui. Wow. Oui. C'est fou. Est-ce qu'on peut parler de prix une seconde pour que les gens qui nous écoutent aient un ordre d'idée? Là? Compare-nous le même bijou qui provient d'un diamant de mine versus l'équivalent que toi, tu pourrais offrir. Les prix, là, la différence, c'est quoi? Oui. Bon, d'entrée de jeu, c'est difficile à comparer des pommes avec des pommes. Je vais le faire quand même parce que c'est intéressant comme question. Mais c'est très difficile parce que la qualité est jamais la même. Okay. Donc, on compare jamais précisément des pommes avec des pommes. Donc, des fois, les gens vont faire hey, sur Internet, j'ai vu ça à 500$, vous le vendez le double. Ouais, mais attends, on va creuser un petit peu. Tu sais, la qualité de ton diamant ne sera pas la même. C'est à peu près le double, OK? On parle de 40 %. Je vais dire le chiffre, c'est 40 % moins cher. Mais plus ton diamant va être gros, puis plus la différence va être grande. OK. Par exemple, je magasinais dernièrement un diamant. Une cliente l'avait fait coster chez Tiffany à 450 000 $. Oh! OK. Chez moi, c'était 10 000. Une petite année. Elle est venue chez moi et c'était 10 000. Oh, OK. Wow. Mais c'était un très gros diamant. Mais plus ton diamant va être petit, moins la différence va être grande parce qu'on compte plus l'or à ce moment-là. Et l'or est tellement rendu haut, a tellement explosé que là, si par exemple, il y en a un mini diamant puis que vous avez une grosse bague en or, ben c'est l'or que vous payez. Fait que la différence de prix est moins grande. On peut tellement travailler avec la grosseur et la qualité pour atteindre le prix, le budget. Puis c'est un peu ça que je dis à tous mes clients. Je dis, on va l'atteindre, votre budget, là, stressez pas. Là. Super intéressant. Je connais rien. T'es correct. Je connais rien visuellement, mais je trouve qu'un bijou, c'est beau. Un diamant, c'est beau. Je regarde ce que tu portes. Oui. Je vois pas de différence entre le diamant de laboratoire et le vrai diamant. Est-ce que les experts le voient à l'œil comme ça? Non, à l'œil nu, on peut pas voir ça. Même un gémologue qui n'a pas les outils précis
ne pourra pas le voir non plus. OK. Maintenant, il existe certains outils qu'on peut acheter sur le marché pour s'assurer, parce qu'il y a des gens, parce que c'est tellement... Maintenant, on était à 10 % de diamants de laboratoire du marché du diamant en général, puis on est rendu presque à 40 % là, sur le marché mondial. Fait que oui, il existe des outils maintenant. Il faut les avoir, il faut les acheter. Ça a un certain prix, mais c'est pas tout le monde qui peut... Bon. Et est-ce qu'un diamant de laboratoire, parce que je sais qu'il y en a qui achetaient beaucoup de bijoux à l'époque et c'était un investissement. Tu sais, tu l'achetais en, je sais pas, 1975, 80, puis rendu en 2000, prenait de la valeur. Est-ce qu'un diamant de laboratoire peut prendre de la valeur aussi avec le temps? Le diamant de mine prend plus de valeur. C'est fini, ça? Fini, ça. Ouais, C'est OK. fini. Je sais pas s'il y en a déjà pris. À ce point-là? Oui, non, c'est parce que un diamant, c'est un peu comme une voiture. Tu sors du concessionnaire, puis elle vient de perdre 50 Fait que ça, c'est un mythe aussi que ça prenait de la Oui, valeur. un autre OK. mythe. Effectivement, donc moi, souvent, les gens, quand ils me posent cette question-là, je leur dis, si vous voulez investir, investissez dans l'immobilier. Et encore, je suis pas sûre. Donc, achetez ça pour l'émotion. Passez-la de génération en génération. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça reste. L'or aussi, ça reste. C'est recyclable. Nous, c'est tout de l'or recyclé. On peut recycler tous ces matériaux-là et refaire un bijou encore et encore et encore à l'infini. Et comment tu vois le marché, en fait, ou l'avenir de la joaillerie éthique dans les prochaines années? Parce que tu as dit tantôt que ton grand-père, il y a quelques années, était à un show à Las Vegas, puis on commençait à en parler. Ouais. Après, tu as dit aujourd'hui, c'est peut-être 40 % du marché mondial, les diamants de laboratoire, dans un horizon de 5, 10, 15, 20 ans. Comment tu vois ça? Moi, je pense que on va se ramasser avec un marché 90 % lab. Wow. Puis, oui, moi, je pense que le laboratoire, c'est le futur. Là. C'est ce que j'avais écrit dans mon plan d'affaires. Visiblement, ça fonctionne bien Ça jusqu'ici. fonctionne. Je suis retournée voir mes banques, c'est comme je vous l'avais dit. Mais le 10 % ça va rester pour des pièces, comme je disais, uniques. Des choses qu'on retrouve, des pierres d'une couleur, des pierres précieuses, beaucoup. Des choses qui sont vraiment... qui ne se retrouvent pas, là, qui se répliquent pas. Puis je pense qu'il y a un marché pour ça, puis c'est correct. C'est correct. Moi, je pense que c'est quand, encore une fois, on est dans la nuance. S'il n'y avait pas le monde entier qui voulait des diamants provenant de mines, on n'en serait pas là. C'est vrai. Fait que c'est un peu ma vision. Et dernière question pour toi, Virginie. Oui. Ton grand-père, comment il a vu ton départ en affaires? Comment il a vu ton projet? Lui qui venait du milieu plus traditionnel, comment il a perçu ça? Comment dire autre qu'il capote? Avec raison. Il comprend pas tout, comme je disais, comment on me trouve sur Internet, mais il en revient pas la visibilité que j'ai, d'abord. Mais aussi, il est fier. Tu sais, il est vraiment fier. Il dit, je pensais jamais comme que je passais quelque chose. Tu sais, lui, il est représentant, c'était A, puis il rendait à son point B, puis il allait prendre sa retraite, puis ça allait terminer comme ça. Tu sais, il pensait pas qu'il passait quelque chose à une autre génération, surtout pas sa petite fille. Parce qu'il l'a pas passé à sa fille, il l'a passé à moi, tu sais. Puis là, c'est drôle parce qu'à chaque fois que je vais dans les shows maintenant, ils sont comme, t'es la petite fille de Marcel Dumontet. Je suis comme, oui, tout le monde connaît mon grand-père, c'est un showman. Mais là, dans quelques années, ça va être l'inverse. Oui, c'est ça. Ça va être, il est le grand-père de. C'est ça, mais j'espère que non. Je trouve ça, c'est une sommité, tu sais. Non, j'ai des croûtes à manger. Mais oui, ça serait cool. Ça serait le fun. C'est l'heure de la jasette des décarbonés. Oui. Question courte, réponse courte, même si la matière est fort intéressante. Ah, c'est stressant. Fais-nous ton pitch version party de famille quand ma tante te demande, mais là, c'est-tu des vrais ou des faux diamants, ça? Plus capable. OK, mon pitch. Ma tante, c'est des vrais diamants. Regarde ma bague. Tu vois-tu une différence? Ah, ben non, je vois pas de différence. Je vais en acheter 2. Celle-là, je l'aime, cette question-là. Si tu pouvais offrir un bijou à n'importe qui, vivant ou mort, célèbre ou pas, ça serait qui et pourquoi? OK, mais là, c'est déjà fait. J'ai envoyé un bijou, en fait, à Taylor Swift. Hein? Fait que ça, c'était... Mais oui, il y a 2 ans, juste avant le Super Bowl. C'est 2 ans, oui, je pense, ça fait 2 ans. Premier Juste Super avant Bowl, le Super Bowl, oui, j'avais le demi-frère de mes amis, en fait, c'est un de ses amis. Puis il est allé à son anniversaire. Fait que moi, j'ai fait une bouche avec quelque chose comme 320 pierres précieuses, des rubis. Puis c'était une bouche un peu comme Rolling Stone, qu'on voyait avec un peu la les langue. dents, mais pas la langue, sans la langue, parce que c'est un peu bizarre. Mais avec les dents. Puis c'est un collier.
J'ai envoyé ça à Taylor Swift et il a remis à son anniversaire. Puis là, là, c'est une petite primeur, un autre primeur. Vous êtes chanceux. J'envoie une bague à Charlotte Cardin. Wow. Elle ne le sait pas encore. Elle veut le savoir en nous regardant. C'est ça, je suis comme, oh non, j'ai fait une erreur. Mais on est en train de la designer. Je suis vraiment excitée. J'ai vraiment hâte de... En tout cas, ça va être quelque chose de hot. Là. Mais ça c'est un fantasme professionnel. Là. Oui. Je veux dire, tu sais, pour moi, c'est pas ma job de tous les jours. Là, tu sais, pensez pas ça. Mais des fois, j'ai une idée, puis je suis comme, il faut que je le fasse. Puis j'ai un côté créatif assez fort. Fait que on dirait que ça me vient tout seul, puis là, j'ai une idée, puis là, je la travaille, elle m'habite pendant un certain moment, puis là, je vois, j'ai une opportunité aussi. C'est le fun d'offrir des bijoux à d'autres personnes, mais c'est quoi la meilleure raison de s'offrir un bijou à nous-mêmes? Parce qu'on est fiers de quelque chose, de soi. Fine bague ou bague qui est un peu clinquante? Moi, je suis très clinquante dans mes bijoux. Moi, j'aime les bijoux massifs. J'aime ça quand c'est... Tu sais, on dirait que j'ai des longs doigts d'abord. Fait qu'on dirait qu'il faut que ça l'habille un peu. Fait que vous voyez, la bague ici, tu sais, c'est une signette qu'on appelle. Fait qu'à l'époque, c'était des hommes qui portaient les signettes. Moi, je trouve ça toujours très cool de porter des vêtements puis des bijoux un peu plus masculins. Diamant clair comme de l'eau ou teinté rose pâle? Non, moi, je suis plus diamant blanc. Classique. Ou diamant gris. Comme je disais, la Smoky Collection, elle est incroyable. J'aime les diamants noirs. Je suis moins rose. Tu sais. Design intemporel ou pièce statement? Les deux. Intemporel pour tous les jours, statement pour les occasions. La pierre la plus accessible, quelqu'un qui a un budget très limité, qui ne peut pas se lancer dans des affaires trop chères. La pierre la plus accessible financièrement, ce serait un bijou fait en? Ça va être c'est parce que moi, je ne fais pas d'or plaqué. Okay? Fait que ça serait évidemment de l'or. On n'irait pas avec de la platine. Puis après ça, on irait avec une pierre semi-précieuse plutôt qu'une pierre précieuse ou un diamant. OK. Donc, mais venez me voir, là, je vais tout vous expliquer ça. Alors, avant de se quitter, on va ajouter un premier titre à notre biblio des décarbonés. Alors, au fil des épisodes, cette bibliothèque-là va se remplir de suggestions de livres inspirants donnés par nos invités. Des livres qui nous aident à vivre mieux et à faire notre part dans le bonheur, finalement. Et aujourd'hui, Virginie, tu nous proposes un titre qui t'a marqué, inspiré de ton parcours, en fait, puis qui fait simplement voir le monde autrement. Oui, alors c'est le livre de Yvon Chouinard. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Patagonia, finalement. Let My People Go Surfing. Moi, quand j'ai lu ça, premièrement, je l'ai non seulement feuilleté, je l'ai ratifié. Ah oui? C'est quasiment comme annoté. C'était quasiment comme un travail d'université. Puis ça m'a permis aussi de développer ma propre culture d'entreprise. Fait que dans ce livre-là, dans le fond, il explique son histoire, l'histoire de Patagonia, mais à travers ça, il explique aussi... ça a été quand le déclic qui s'est dit, OK, attends une minute, là, moi, je veux pas bâtir une entreprise qui détruit l'environnement. Puis qu'est-ce que je mets en place dans mon entreprise pour y arriver? Et encore une fois, c'est essai-erreur. On essaie de faire le mieux qu'on peut. On n'est pas parfait. T'sais, Patagonia, quand on achète plusieurs chandails par année, t'es pas parfait, là. Mais c'est des chandails que tu peux garder longtemps. Moi, j'ai des croûtes à manger. On n'est pas parfait, mais on veut faire mieux. Exactement. Mais après ça, il y a parti l'entreprise, une section de ton entreprise pour pouvoir réparer, faire des réparations, pour pouvoir garder leur vêtement le plus longtemps possible. Fait que ça... Mais c'est aussi sa culture d'entreprise. Dans le fond, le titre « Let My People Go Surfing », c'est que c'était tous des gens qui travaillaient dans le milieu du plein air. Fait que c'est pas vrai que du jour au lendemain, parce que ton entreprise marche à fond, que tu peux enfermer des gens comme ça dans un bureau qui peuvent plus aller surfer, qui peuvent plus aller grimper, qui peuvent plus... Fait que dans le fond, ce qu'il disait, c'est si t'as fait ta job, va donc surfer. Si t'as fait ta job, va grimper. En tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. Puis j'ai d'ailleurs, après ça, rédigé 10 chapitres de culture d'entreprise Proud Diamond. Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? Qu'est-ce que je veux pour les gens qui vont travailler pour moi? C'est quoi nos valeurs, pas juste externes, mais internes, entre nous? Non, ça a été vraiment ça a tout changé, là. Virginie, merci beaucoup pour la suggestion. On va t'inviter maintenant à placer le livre dans la bibliothèque des décarbonés. Avec plaisir. Virginie Roy, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci infiniment d'être venue au balado et j'ai très hâte d'aller magasiner sur le site web de Proud Diamond. Et vous pouvez aussi vous abonner à ce balado, Les Décarbonés, sur
l'application de Cogeco Média sur le site web, les plateformes également de Spotify et Apple Podcast et sur le site lesdécarbonés.com. Compétitionner pour le bien de la planète? C'est possible. Allez, les gars, allez! Dans la série Les Décarbonés, 6 participants rivalisent d'idées géniales pour réduire leur empreinte carbone. 10 défis costauds, 2 juges et un grand prix d'une valeur de 50 000 à gagner. Bingo! C'est plus les décarbonés, là, c'est les cinglés! Les Décarbonés, à voir sur TV5 Uni.